50 Cent, de son vrai nom Curtis James Jackson III, né le 6 juillet 1975 à New York dans le quartier de South Jamaica, Queens. Il a été élevé par une mère célibataire de 15 ans, Sabrina, qui était à l'époque une trafiquante de drogue. Après le décès de sa mère, son père l'a abandonné, le laissant seul pour être pris en charge par sa grand-mère. Ayant perdu ses deux parents à un très jeune âge, il a dû trouver des moyens de faire face à la douleur qu'il ressentait. C'est ainsi qu'il a commencé à pratiquer la boxe à l'âge de 11 ans. Étant donné que sa grand-mère avait la charge de 9 autres enfants, il a passé beaucoup de temps dans la rue pour gagner un peu d'argent, évitant ainsi de solliciter sa grand-mère pour des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. À partir de l'âge de 12 ans, il a pris le chemin du trafic de drogue, vendant des stupéfiants dans son école et sa communauté. Vivre la vie d'un trafiquant signifiait qu'il était constamment confronté à des arrestations répétées. Bien qu'il soit impliqué dans la vente de drogue et qu'il gagnait un peu d'argent, il avait conscience que persévérer dans cette voie le conduirait inévitablement vers le même destin tragique que sa mère. Par conséquent, il prit la décision de canaliser sa réalité en composant des chansons de rap, décrivant ainsi la vie qu'il menait au cœur du quartier. Afin de créer une identité artistique marquante, il choisit de s'appeler 50 Cent, s'inspirant ainsi du nom d'un voleur notoire de l'époque. Ce nom de scène représentait pour lui un symbole de sa détermination à réussir à tout prix. Il commença alors sa carrière de rappeur en enregistrant ses premiers morceaux dans le sous-sol d'un ami, utilisant des instrumentaux pour accompagner ses textes. Peu de temps après, il fit la connaissance de James Master Jay, membre du groupe Run DMC, qui lui enseigna les rudiments de la composition musicale, notamment la structure des chansons, la rédaction de refrains et l'art de l'enregistrement en studio. Sous la guidance de James Master Jay, il eut même l'opportunité de travailler sur un album, mais malheureusement, cet album ne vit jamais le jour. Face à cette situation, il prit la décision de quitter Jump Master Jay pour prendre en main sa propre destinée artistique. Il a ensuite été signé par le label Columbia, où il a dû prouver ses capacités de jeune rappeur. Il se souvient avoir produit 36 chansons en 2 semaines. Mais malgré ses efforts, la maison de disques n'a jamais fait la promotion de sa musique. Tout ce qu'ils ont fait, c'était de le faire traîner. Et quand on met tout ce qu'on a dans un projet et que ça ne marche pas, l'insécurité s'installe. Il est devenu vulnérable, et le doute a commencé à saboter son énergie. Ses fans ne l'ont probablement pas remarqué, mais heureusement, son esprit combatif était plus fort que tout pessimisme qui aurait pu s'infiltrer dans son esprit. Il avait la confiance et la patience de continuer à avancer. Il avait devant lui 2 options. D'un côté, il pouvait retourner dans son quartier et exprimer son mécontentement face à l'attitude décevante de Columbia Records à son égard. De l'autre, il pouvait opter pour une approche constructive. Malgré les retards et les hésitations de Columbia Records, il était toujours affilié à leur studio et avait un accès constant à leurs locaux. Profitant de cette situation, il décida de visiter chaque département et de consacrer ce temps d'attente à acquérir des connaissances essentielles pour sa future carrière. Il se mit à étudier la conception de pochettes d'albums, à comprendre les mécanismes de la machine publicitaire, et à se familiariser avec tout ce qui pourrait lui être utile par la suite. Au fil de ce processus, il en vint à la réalisation que le label ne pouvait pas tout faire pour lui. Cette prise de conscience peut sembler évidente, mais à l'époque, de nombreux rappeurs s'attendaient à ce que le label prenne en charge tous les aspects de leur succès. Il comprit alors qu'il devait se faire connaître par ses propres moyens avant que le label puisse promouvoir sa musique ou obtenir des articles dans des magazines. Il saisit que les labels pouvaient capitaliser sur un engouement existant, mais qu'ils étaient limités quand il s'agissait de créer cet engouement. Il se rendit compte qu'il avait besoin d'un plan marketing, d'une stratégie pour susciter l'engouement autour de son nom. À cette époque, le monde du hip-hop était marqué par une certaine prudence en raison des décès récents de Biggie et Tupac. Tout le monde redoutait une nouvelle guerre entre rappeurs, et il était devenu tabou de mentionner le nom d'un autre rappeur dans une chanson. Les rivalités se manifestaient de manière subtile, uniquement perceptibles par les fans les plus avertis. C'est alors qu'il identifia une opportunité en or. Étant nouveau dans l'industrie, il n'était affilié à aucun clan ou groupe de rap, n'ayant ni ami ni ennemi parmi les rappeurs. Il comprit que s'il avait le courage de sortir de l'ombre et de renouer avec la tradition du hip-hop consistant à s'attaquer directement à d'autres artistes, il créerait un véritable engouement. C'est ainsi qu'il lança le morceau How to Rob, une attaque contre toute l'industrie du rap, nommant explicitement chaque cible. La chanson fit sensation sur Hot 97, la principale station de radio de New York à l'époque. La plupart de ces artistes étaient loin de s'attendre à ce que leur nom soit mentionné dans le monde de la musique. Certains des plus grands,
tels que Gégis, Big Pain et Montagne, ont réagi à sa provocation, ce qui était exactement ce qu'il espérait. Il cherchait à attirer l'attention sur lui, et c'est exactement ce que Mao Turob a accompli immédiatement. Tout se déroulait comme il l'avait prévu. Même NAS l'a invité à se joindre à lui pour une tournée. Cependant, peu de temps après, la provocation qu'il avait lancée finirait par lui causer des ennuis. Le 24 mai 2000, un homme l'a agressé devant la maison de sa grand-mère dans le sud de la Jamaïque. Il a été touché par 9 balles, causant des blessures à sa main, son bras, sa hanche, ses 2 jambes, sa poitrine et sa joue gauche. La blessure au visage a entraîné un gonflement de la langue, la perte d'une dent de sagesse et un léger trouble de la voix. Tout s'est passé si rapidement qu'il n'a même pas eu l'opportunité de riposter, et il était terrifié tout du long. Après cette fusillade, il a traversé une période de peur et d'insécurité. La seule fois où il se sentait dépourvu de peur, c'était quand il était déterminé à identifier la personne responsable. C'était son unique moyen de surmonter la douleur physique. Le fait d'avoir survécu à une fusillade à bout portant de 9 balles l'a amené à penser qu'il devait avoir un but dans la vie. Malgré les épreuves qui ont perturbé ses plans, il n'a jamais renoncé à ses rêves. 2 ans plus tard, il a sorti la mixtape Guess Who's Back qu'il a partagée avec Eminem, qui a été profondément impressionné. Eminem l'a alors invité à Los Angeles pour le présenter à Dr. Dr. Après avoir signé un contrat d'enregistrement d'une valeur d'1 million de $, ses rêves se sont enfin concrétisés. C'était l'occasion parfaite pour lui de dévoiler son talent au monde. Il a ensuite publié son premier album, Get Rich or Die Trying, qui a fait ses débuts en tête du classement Billboard. Il a vendu 872 000 exemplaires au cours de ses 4 premiers jours. Le single principal, Honda Club, a établi un record du Billboard en devenant la chanson la plus diffusée à la radio en une semaine. Il a ensuite fondé son propre label, G-Uni, où il a signé des artistes comme Lloyd Banks, Tony YYO et Young Buck. Depuis cette époque, il est maintenant reconnu comme l'un des artistes les plus influents de sa génération. Sa vie a pris un tournant positif, et il a utilisé sa notoriété médiatique pour lancer de nombreuses entreprises dans divers domaines. Il a signé un contrat d'endossement avec Reebok, a réalisé un bénéfice de 100 millions de $ en vendant ses parts dans Vitamin Water. Il a créé la ligne de vêtements G-Uni, lancé une boisson énergétique appelée Leska Energy et coécrit un livre avec Robert Greene intitulé The 50th Law. Sa dernière entreprise, la série télévisée Power, détient le record du plus grand nombre de téléspectateurs pour une série originale mettant en vedette des célébrités. Ainsi, en observant le succès de 50 Cent, cela démontre que chacun peut réussir, peu importe les difficultés et les obstacles que la vie peut vous présenter. Plusieurs des personnes les plus riches aujourd'hui le doivent grâce à leur détermination et à leur persévérance. C'est le cas de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui a été rejeté plus 10 fois à l'université mais qui a réussi à devenir l'une des personnes les plus riches au monde. Pour découvrir l'histoire complète de Jack Ma, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.